Quel prédateur absolu. Yannick Sinner se qualifie pour les demi-finales de l'ATP Finals au prix d'une performance diabolique à mi-chemin entre Pete Sampras et Novak Djokovic. Mon analyse de ce match face à Zverev et de toutes les rencontres de la deuxième journée de l'ATP Finals. Digest 100% tennis, on va se faire plaisir. Installe-toi tranquillement, mon trash à goth. N'hésite pas à claquer ton meilleur pouce, à t'abonner aussi pour ne rien manquer de tous les matchs de ce dernier grand tournoi de la saison. Et on attaque juste après ça. Allez, on attaque l'analyse des deuxièmes matchs de cette ATP Finals avec le groupe Connors et on revient sur le Alcaraz-Taylor Fritz qui a été un match muy succulente avec un plan tactique évident, limpide du côté de l'américain. C'était de matraquer avec une position très haute la deuxième balle de Carlos Alcaraz qui est simplement à 39% de réussite derrière sa seconde sur le premier set. Et l'idée c'était vraiment de priver de temps Carlitos qui est un joueur essentiellement de +1 qui aime pouvoir l'exécuter dans un fauteuil et qui aime surtout pouvoir exécuter un coup droit dans un fauteuil. Et vous le voyez, Taylor Fritz, on a les positions au retour de ses frappes et il a essentiellement essayé de quadriller le revers de Carlos Alcaraz. Alors on sait que Taylor Fritz joue avec des petites douleurs au niveau du genou depuis quelques mois maintenant. Néanmoins, nonobstant, on remarque le delta entre les deux joueurs, c'est au niveau des déplacements, c'est au niveau des temps de réaction. Les meilleurs joueurs ont toujours été les joueurs qui se déplaçaient le mieux. Carlos Alcaraz se déplace divinement bien. C'est la même chose pour Yannick Sinner. Et Taylor Fritz, malheureusement pour lui, il a un déplacement assez mid. Après avoir sauvé 3 balles de break sur le jeu précédent, c'est Carlitos qui va réussir à breaker Taylor Fritz avec ici un service à 191 km/h, slicé extérieur, quasiment intouchable. Et vous le voyez, Carlitos, alors au début du match, il a alterné sa position au retour de service. Parfois il était collé à la ligne, parfois il était un petit peu plus décroché. Et puis au fur et à mesure, il s'est vraiment commit sur cette décision de se décrocher au maximum. Et là, il va envoyer un coup de patte phénoménal. Des breaks dans la foulée pour Fritz qui va pas paniquer, qui va rester fidèle à son plan de jeu, c'est-à-dire essayer de coller à la ligne au maximum et surtout rusher Carlos Alcaraz, essayer de l'excentrer parfois à côté coup droit. Et on a remarqué de temps en temps les bouts de course en coup droit de Carlos Alcaraz, il peut avoir tendance à se précipiter, il peut avoir tendance à envoyer des bananes flambées dans le filet. Sur cette nouvelle palette, je voudrais attirer votre attention sur un point très précis. Je pense que Taylor Fritz a perdu ce match sur ce type de séquence. Ici par exemple, il a 2 balles de break pour pouvoir mener 5-3 et éventuellement servir pour le gain du premier set. Il va pas réussir à le faire et surtout on l'a vu s'empêtrer, un tout petit peu paniquer sur son coup fort, son coup droit sur des +1 avec, et c'était palpable, un sentiment de panique sur ces coups là. Ici par exemple, il va prendre la balle beaucoup trop devant, une balle du coup fuyante qui va sortir en longueur. On va revenir sur ce schéma d'ici quelques instants. Avant ça, on avance, on est dans le tie-break de la première manche et Carlos Alcaraz qui va se planter ici sur cette amortie en revers parce qu'il l'a déjà utilisé au cours de ce set et cette fois-ci Taylor Fritz il est bien plus prompt à courir sur cette balle. Taylor qui va être brillant dans ce tie-break pour moduler les volumes sur le revers de Carlos Alcaraz, bien le fixer. Alors les revers c'était souvent tendu de son côté, les revers croisés, et puis en coup droit il est capable de moduler un tout petit peu, d'aller trouver un peu plus de lift, un peu plus de volume pour aussi essayer de faire forcer Carlos Alcaraz à jouer au-dessus de sa ligne d'épaule. Et là nous sommes dans la moiteur du combat, le 5e jeu de la deuxième manche, un jeu pivot dans la dynamique au niveau physique aussi entre les deux hommes, même si Taylor Fritz va remporter le jeu suivant avec un jeu blanc. 14 minutes de combat et ici une balle de break pour Taylor qui fait défendre Carlos Alcaraz, mais justement ses qualités phénoménales de déplacement et de transition, on y revient, qui ont réussi à faire la différence ici, puisqu'il a réussi à renverser ce point, à regrappiller du terrain et à terminer cet échange à l'intérieur du court, chose que je pense Fritz ne serait pas parvenu à réaliser. 21 points disputés donc au cours de ce jeu titanesque et la réaction de Carlos Alcaraz qui voulait tout dire à cet instant. On avance et on arrive sur ce qui constitue peut-être le point de bascule dans cette rencontre et on boucle aussi avec ce qu'on a raconté sur ce début d'analyse, c'est-à-dire le manque de clairvoyance, le manque de lucidité de Taylor Fritz sur des points où il devait exécuter Carlos Alcaraz. Ici t'envoies un coup droit décroisé, tu revois pas la balle et tu t'octroies une balle de break sur une situation ultra cruciale. Eh bien non, il va rejouer directement sur Carlitos et se faire punir. Et dans une situation assez proche, quelques instants
instants plus tard, Tyler Fritz qui se retrouve encore une fois sur son coup droit. Et là, on sert pour rester dans le set. C'est plus du tout la même musique. Le coup droit qui va s'échapper. Et je trouve que c'est un coup droit qui dit tellement tout de sa fébrilité à cet instant. Ça, ce sont les choses évidentes. Peut-être un élément ici qui vous a échappé si vous avez regardé ce match en direct ou en replay, c'est la zone au service à 0,30. Là, par exemple, on a un Tyler qui est côté égalité, qui souvent va réussir à trouver un service slicé délicieux ou un service ôté. Et bien ici, pas du tout. Regardez ce qu'il va servir. Il va envoyer une balle juste ici, là, le rebond dans cette zone. Donc c'est une zone qui est ultra neutre, ultra sécuritaire et qui va forcément arriver pile poil dans la raquette de Carlos Alcaraz. Et donc à partir de la fin de cette deuxième manche jusqu'à l'issue de cette rencontre, je trouve que le delta physique n'a fait que se creuser en faveur de Carlos Alcaraz, qui déjà intrinsèquement est un meilleur athlète que Tyler Fritz. Et puis surtout, Carlos Alcaraz, il avait eu 24 heures de récupération en plus à cause du forfait tardif de Novak Djokovic qui a complètement chamboulé l'ordre des rencontres. Et ici, cette double faute, pareil, elle dit tout du manque d'intensité, du manque de jambes de Fritz à ce moment-là. On a une statistique qui appuie cette observation, elle est juste ici en bas à droite de votre écran, c'est les coups disputés à l'intérieur du court. Et vous le voyez au début de la rencontre, Fritz, c'est la moitié de ses frappes à l'intérieur du court, et ensuite il n'a fait que se décrocher progressivement pour terminer à même pas 20%. Alcaraz qui va parachever son œuvre au filet, 23 sur 26 dans ce secteur, dans cette position acrobatique, une petite volée haute en revers dos au filet, complètement démoniaque et boucler cette rencontre. Musetti dominor hier soir, souvent sur cette chaîne on parle tactique, on parle technique, mais il y a un élément central en tennis, c'est ce qui se passe dans la caboche, c'est le supplément d'âme, c'est ce que vous avez dans les tripes, dans la tronche, dans le cœur. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Musetti qui s'est arraché comme Jaja pour se qualifier sur ce Masters à domicile, et il était hors de question pour lui de passer à côté d'un deuxième match. Et à l'instar de Fritz sur le match précédent, Musetti qui a été très agressif derrière la seconde et aussi sur la première d'Alex de Minaur qui n'est simplement qu'à 40% derrière sa deuxième balle sur le premier set, avec ici donc un punch monumental à 10 cm de la ligne, et puis toujours chez Musetti, ses variations de ton, ses slices, et puis tout d'un coup ses accélérations brutales. Malgré tout, l'Italien qui va avoir juste ici l'occasion de basculer à un set, un break dès le début de la deuxième manche, mais ce retour dans cette position, il est beaucoup trop neutre, il est trop tendre, et forcément de Minaur il va pouvoir avancer et sanctionner cette petite affaire. Et ça lui pendait au nez, en plus d'un déclin physique irrémédiable entre, je dirais, la moitié de la deuxième manche jusqu'à la moitié de la troisième manche, un jeu de retour immaculé de la part de Bip Bip, qui est l'un des 3 meilleurs relanceurs du circuit, on le rappelle. Un coup de pompe pour la musette qui va l'amener dans des zones de turbulence très impressionnantes, très importantes. Ici, il est raide comme un i, il est raide comme un piquet. Il y a même une odeur de chaos à cet instant. Balle de double break pour Alex de Minaur. C'est une deuxième balle pour Lolo la musette qui va avec beaucoup d'à-propos, de tempérament, de personnalité, faire un petit service volé kické et terminer ça. Et puis, à partir de 2h10, 2h15 de jeu, on va basculer dans le paranormal sur cette rencontre. Lorenzo Musetti qui va être grand, Alex de Minaur qui va se battre avec ses armes et aussi avec ses limites mentales. On va en reparler d'ici quelques instants. Un point génial dans cette séquence. Musetti qui va finir par le perdre, un des points de l'année, clairement. 5-4, 30-15, et on parle souvent du manque de puissance d'Alex de Minaur, mais il y a bien d'autres choses qui expliquent son déficit de victoire face au top 10. Il n'aura encore battu aucun top 10 cette saison. C'est dramatique, et mentalement, il y a un blocage, mentalement il y a un truc, à un moment donné il faut le dire. C'est sur une volée de revers, il se met complètement dos au filet, il est en panique complète, il remet cette volée de revers dans la course de Lorenzo Musetti et il va se faire punir. Punir comme ici sur cette balle de match, Alex de Minaur qui est tel un lapin pris dans les phares d'une voiture au filet, et il va se faire clouer par un passing juste extravagant de la part de Musetti, très loin, très décroché. On sait qu'il a l'habitude de jouer à 3, 4, 5 mètres de sa ligne de fond, et il est capable de ses coups de magie. Et Lolo la musette qui vient conclure une remontada fantastique. Il a montré son cœur, son courage, son tempérament, sa résilience, son refus de mourir tout simplement, et je suis très heureux, je dois vous le dire, de constater que ce gars-là continue à progresser, et j'espère qu'il sera l'un des grands acteurs de la saison 2026, certainement davantage sur les surfaces naturelles,
naturel, sur terre battue et sur gazon. Cet après-midi, c'était Shelton Auger-Aliassime dans le groupe Borg, et si vous l'avez manqué, bah, vous n'avez rien raté. On va aller très vite sur ce match d'une qualité médiocre, avec un Auger-Aliassime qui va concéder le break dans un premier temps avec des fautes directes dans tous les sens sur un jeu isolé, et puis Shelton qui va continuer à nous montrer à quel point bah, il a un QI tennis très limité, des services volés sur deuxième mal exécutés, mal pensés. Même si Shelton va réussir à remporter un premier set nullissime, là vous le voyez, Félix qui va pas réussir à coulisser correctement sur son coup droit. J'ai rien pigé à la stratégie de Shelton aujourd'hui, mais rien du tout, s'il y en avait une. Parce que sur ce match-up, il a un gros coup droit qui peut aller terminer sur le revers de Félix. Il a aussi son service de gaucher côté avantage. Il n'a pas du tout utilisé ça, non? Il a frappé au centre, il a frappé sur le coup droit de Félix. Le tie-break du deuxième set, oh là là. Félix Auger-Aliassime, aka Jean-Michel Fébrile, et puis en face, Ben Shelton qui nous sort une double faute qui va même pas atterrir dans le court. Au bout de l'angoisse, c'est Félix qui va réussir à arracher cette partie, et juste un petit rappel pour vous, Ben Shelton est 5e mondial. Le Sinner Zverev, et on va commencer par un constat tout de suite, le score est beaucoup trop sévère par rapport à la physionomie de la rencontre, mais ça montre à quel point Sinner est un animal à sang-froid, un prédateur. En plus, au début de la partie, bah, il est en difficulté dans le jeu. On voit un Zverev qui est ultra conquérant, qui est debout sur la table basse et qui va enchaîner les accélérations, ce à quoi Sinner va lui répondre « Ok, t'es bien sympa, mais je vais t'envoyer 2 aces identiques au T », et ça, c'est la force des grands, et quel progrès pour Yannick Sinner dans ce secteur-là. Le service de Sinner en 21, en 22, début 2023, c'était encore une faiblesse pour sa taille. Il pouvait progresser encore dans ce secteur, et même par rapport à l'US Open, c'est un geste qui est amélioré. On entend également parfois certains fans de tennis se dire que Sinner ne varie jamais, qu'il ne fait que frapper très fort juste à 10 cm de la ligne de fond. Bah c'est faux, en fait, c'est faux. On a vu des montées à contre-temps, on a vu des amortis aussi bien glissés. En fait, ce qui est intéressant avec les amortis, c'est que, contrairement à Carlos Alcaraz, il ne représente pas encore tout à fait cette menace. Donc il est d'autant plus surprenant. Là, on voit Zverev dans son habitat naturel à 5 mètres de la ligne de fond, et à 5-4, le type de jeu qui révèle les grands champions et les excellents joueurs. Alexander Zverev qui va encore une fois se liquéfier. Alors d'entrée de jeu, on comprend que c'est très fébrile, il est raide ici dans cette position, il va envoyer un coup droit trop large, 2 fautes directes en coup droit très précoce. Et comme pour Tyler Fritz, vous voyez, on a des ponts, on a Alexander Zverev qui va rejouer sur Yannick Sinner alors qu'on a une balle de jeu pour recoller à 5 partout plutôt que de jouer long ligne. Ça, c'est un manque de lucidité et c'est une panique. En face, c'est tout l'inverse qui va se produire, car Yannick Sinner est un véritable champion. Lui, il va trouver de l'agression, il va trouver de la longueur, il va suivre au filet, il va terminer cette petite affaire. Et ça, c'est une image que j'adore sur la fin du set, parce que il est pas souverain, il est un petit peu dominé parfois à l'échange, mais il est clutch à un niveau extraordinaire. Et j'adore voir cette conviction, cette force animale qui peut animer, justement, Yannick. Rebelote au tout début de la deuxième manche, 0,40 pour l'Allemand, et Sinner qui va envoyer 3 baobabs en première balle. Il n'y a qu'une seule balle qui va revenir, mais il va la sanctionner immédiatement derrière. J'ai l'impression que vous n'en avez pas encore eu assez des balles de break pour Zverev. Eh bien, en voici une nouvelle, et pareil, rebelote. Non mais vraiment, quand je disais en introduction un mélange entre Pete Sampras et Novak Djokovic, c'était précisément ça. Et là, bah, le match il est perdu, quoi. Zverev, il a décroché, il a check-out, il en avale sa trompette. Et comme souvent en tennis, après avoir manqué tant d'opportunités, sur le jeu suivant, tu te fais cueillir, tu te fais punir. Sinner qui va hausser un tout petit peu le niveau d'intensité et qui va clouer Zverev avec une subtile amorti croisée. Ah oui, attendez, j'ai pas fini. Zverev qui va encore avoir une balle de débreak et qui ne va même pas être capable de renvoyer ce service. Non mais je vous dis, il nous a rendu fou ce soir Yannick Sinner, quelle clutchitude. Allez, on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez un lien dans la description et en commentaire épinglé. Vous avez jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari sur Winamax. Vous avez également le code SV10, c'est mon code perso, toujours actif pour vous rajouter 10 €. L'offre, elle est réservée aux adultes. Alors demain, on a la fin de ce groupe avec Carlos Alcaraz, et si Carlitos remporte ce match contre Lolo Lamusette, il sera numéro 1 mondial fin 2025. Voilà, c'est terminé, c'est gravé dans le marbre, et je vous l'annonce en exclusivité mondiale, Carlos Alcaraz va remporter ce match en 3-7. Et pour le match à 14 h entre Fritz et De Minaur pourrait techniquement exposer les petits manques en termes de déplacement de Fritz, étirer les rallyes, opposer des rallyes intermédiaires et longs au tennis
très agressif de Taylor Fritz, mais j'ai l'impression que Dominor là, réussir à passer outre cette défaite face à Lorenzo Musetti au niveau mental, ça va être très compliqué, et je vois Taylor Fritz s'imposer ici en 2-7. Donnez-moi votre pronostic, et on se retrouve demain soir. Attention, demain soir, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de temps mort. Demain soir, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pois chiches.